Bonjour à tous et bienvenue à notre buffet froid. Comme promis la semaine dernière, on vous dresse le dessert. On va parler des expériences de mort imminente au cinéma et à la télévision. Il y a un film dont vous avez peut-être déjà entendu parler, les fans de Julia Roberts ont dû le voir certainement. C'est un film réalisé par Joel Schumacher et dans lequel il y a également l'acteur Kiefer Sutherland qui est sorti en 1990 et qui s'appelle L'expérience interdite ou en anglais Flatliners. Un groupe d'étudiants en médecine décide de provoquer l'arrêt cardiaque de l'un d'eux, puis de le ramener avec un défibrillateur pour découvrir s'il existe une vie après la mort. Une suite aux allures de remake sortira en 2017 sous le titre L'expérience interdite, Flatliners. Là ils unissent les deux titres, rien à faire. Moi j'ai bien aimé les deux. T'as vu les deux? J'ai vu les deux, ouais. J'ai eu la chance d'aller voir au cinéma le premier et le deuxième j'ai vu sur Netflix. Et t'as préféré lequel entre les deux? J'ai bien aimé les deux du coup. Alors je dirais que j'aurais une petite préférence pour celui de 90 parce que c'était la nouveauté et c'était un peu audacieux à l'époque. Mais maintenant ça a un peu mal vieilli. Mais par contre celui de 2017, il est sympa parce que ce n'est pas que le bonheur dans ce qu'il ramène, donc, et c'est un peu poussé jusqu'à l'extrême, donc c'est assez des fois un peu trash, et j'aime bien quand ça part dans le trash, le fantastique. Est-ce que tu les trouves plutôt aboutis dans l'utilisation qu'ils font de ce concept et ce qu'ils peuvent en dire? Alors je les trouve aboutis parce que je trouve que ça rejoint pas mal d'éléments que tu as cités avant. Du style les longues durées où les personnes sont mortes, donc il y en a une ou deux des fois qui dépassent les 2 minutes et c'est de plus en plus compliqué à les ramener, ils vont vers quelque chose de plus en plus sombre, en plus ils restent dans l'au-delà, on va dire, ou dans le lointain pour citer Insidious, plus ils ramènent quelque chose de mauvais. Mais ouais, je les ai trouvés très aboutis, les deux étaient très très sympas. Celui de 90 très innovant, le remake qui reprend un peu la même idée, donc je dirais pas innovant mais bien tourné en tout cas, et il est très prenant et il y a 2-3 scènes où on a un peu peur même. Donc tu les classerais plutôt dans le registre de l'épouvante que de la science-fiction pure? Plutôt dans le fantastique pour le second, celui de 2017, et science-fiction pour le premier. Donc tu recommandes à nos auditeurs de les regarder? Oui, je le recommande absolument. Merci pour cette recommandation. Un petit peu plus tôt, on évoquait la religion et les idées de vie après la mort. Il y a un film qui associe à la fois l'expérience de mort imminente et la question d'une vie après la mort, d'une forme de paradis. Et ce film, il s'appelle « Et si le ciel existait ?» Alors en France, on le fait sous forme de question. Le titre anglais, c'est « Heaven is for real ». Donc là, ils se posent pas la question, hein. Eux, ils te disent carrément le paradis existe. C'est un film sorti en 2014 et réalisé par Randall Wallace. Un garçon de 4 ans raconte à ses parents l'expérience de mort imminente qu'il a vécue quelques mois plus tôt. Il aborde d'abord le phénomène de sortie de son corps, puis son passage au paradis, durant lequel il a parlé avec des anges, avec Jésus-Christ et avec ses ancêtres. Je n'ai pas vu ce film, il paraît que ça se veut plutôt poétique, et pour ceux qui auraient envie d'étudier cette question mais sous un versant plus théologique, il semblerait qu'il soit assez recommandé ce film, donc voilà, vous avez la référence. Un autre film qui se situe plutôt dans la croisée de destin, et le film un peu choral, Au-delà ou Hereafter de Clint Eastwood, avec Cécile de France et Matt Damon. C'est un film qui est sorti en 2010, et dans lequel Cécile de France joue une journaliste française victime du tsunami de l'océan Indien en 2004. Elle fait une expérience de mort imminente et rencontre des difficultés à retrouver sa vie d'avant. En parallèle, un ancien médium, joué par Matt Damon, essaye de retrouver un sens à sa vie. Leurs chemins sont peut-être voués à se croiser et à répondre aux questions qui vont émerger de cette situation. On a également la série The OA. Je crois que cette série, elle est sur Netflix. OA, c'est Original Angel. Et elle a été diffusée entre 2016 et 2019. L'un des personnages kidnappe des gens afin de les mener aux portes de la mort pour vérifier la véracité du phénomène d'expérience de mort imminente et découvrir ce qui se profile après le trépas. La théorie présentée dans la série est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir et s'oriente clairement sur une vision fantastique de l'EMI,
Et de ce que tu nous disais des films L'expérience interdite, j'ai le sentiment qu'il y a des points communs entre cette série et ces deux films. Est-ce que Les Revenants, le film de les Revenants, alors il y a une série, mais il y a un C'est film français ça, Les Revenants. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut le classer dans les expériences de mort imminente? Ne l'ayant pas vu et ne m'étant pas renseigné sur la question, je serais bien en peine de te répondre. Mais peut-être Fred en sait plus. Je ne l'ai pas vu non plus. D'accord. Et toi, Fred? Moi, je l'ai vu, mais comme c'est des gens qui sont déjà enterrés et qui reviennent à la vie, ils veulent gommer quelque chose de leur existence. Alors, le thème se rapproche, mais je ne suis pas réellement sûr, en fait. On les voit juste au moment de leur retour, d'après Oui, ce que tu nous expliques. on les voit sortir des cimetières et revenir à leur vie, presque à leur vie d'avant. Donc Et, on n'est pas dans le vécu de l'expérience C'est de ça. mort imminente, Donc, mais des thèmes communs. bon film français, je suis très rarement satisfait de films français. Je dois avouer que celui-là était très bon. Et je pense qu'il y a même une série, qui s'appelle The Revenant aussi. Et je croyais que c'était une série d'ailleurs. Non. Non. C'est un film français de 2012, si je me souviens bien. Ah, c'est si vieux que ça? Mm. Il me semblait que c'était plus récent. Vous avez donc plusieurs films et séries que vous pouvez regarder si vous vous intéressez à cette question. Et en littérature, on a quelques recommandations également. On a Life After Life de Raymond Moody, publié en 1975, donc bien avant que les études sur les expériences de mort imminente se vulgarisent comme c'est le cas aujourd'hui. Il s'agit du témoignage d'une centaine de personnes qui ont été diagnostiquées cliniquement mortes et qui sont revenues à la vie. Donc encore une fois des chiffres et des chiffres assez importants. Il s'agit d'un des écrits fondamentaux pour mettre en lumière ce concept, donc autant dire qu'on vous recommande vivement cette lecture. Et on a également Passage de Connie Willis. Ça c'est un roman. Une psychologue spécialisée dans l'étude des expériences de mort imminente rencontre un jeune médecin qui va l'aider à expérimenter ce phénomène sur elle-même, grâce à l'utilisation d'une drogue. Durant ces phases, elle se retrouve dans un endroit sombre qui lui paraît étrangement familier. Et cet endroit sombre, c'est le Titanic. Oh, mais tu spoil. Oui, mais c'est pas un gros spoiler puisqu'on découvre assez rapidement que c'est le cas. On retrouve dans ce roman des concepts assez similaires à celui de l'expérience interdite et de The OA, avec ce côté où pendant l'expérience de mort imminente on est dans un endroit sombre, effrayant, glauque, on se demande ce qui va se passer, alors que les témoignages qu'on va entendre par la suite sont quand même plus lumineux et optimistes. Je suis étonné que Edgar Allan Poe il n'ait pas fait un livre. Oh, alors je connais pas tous les livres qu'il a écrits, mais je suis quand même étonné qu'il n'ait pas fait quelque chose sur ce thème-là. Parce que son écriture, elle est déjà pas très théologique, elle est plus existentielle, et il parle beaucoup plus du chemin qui mène à la mort que de ce qu'il pourrait y avoir après. D'accord. On voit que Fred a regardé récemment la série The Fall of House Usher, puisqu'il est en pleine interrogation sur Poe, il veut se renseigner plus sur Ouais, j'aime l'auteur. beaucoup. Alors je vous la conseille, je fais une petite digression, je vous conseille La chute de la maison Usher qui est en ce moment sur Netflix et qui est dans le top 10. Elle est extraordinairement extraordinaire, j'ai pas d'autres mots, je suis subjugué par la réalisation, les acteurs sont bons, les effets spéciaux sont bons. Je ne connais pas la nouvelle d'Edgar Allan Poe, mais ça m'a vraiment donné envie d'aller voir et d'aller regarder ce que c'est, comment il a écrit tout ça et comment ça a été transposé. Mais franchement, même si on n'a pas lu, on peut tout à fait se l'approprier, c'est vraiment très très bien, donc je vous le conseille. Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est vrai que tous les retours que j'en ai entendus se rapprochent du tien. Et toi, Fred, est-ce que tu as eu l'occasion de regarder cette série? Non, pas encore. J'étais dans une série tout autre qui était Lupin, puisque le 3e opus vient de sortir, et donc je me suis concentré là-dessus sur Netflix. Chaque chose en son temps. Exactement. La prochaine série, tu pourras essayer La chute de la maison Usher. Je m'y attacherai. Maintenant, Fred, je crois que tu voulais nous parler d'une fondation. Oui, alors, malgré ce sujet très épineux, il existe une fondation pour la recherche sur les expériences de mort imminente qui possède son propre site internet, donc vous pouvez y aller, et dont l'objectif est de recueillir des témoignages à travers le monde, all over the world, de personnes qui auraient vécu une expérience de mort imminente. Ce site internet
est un service public gratuit. Nous n'autorisons pas le prosélytisme. Nous accueillons et encourageons toute personne, quel que soit son milieu, pays, nationalité et religion, à lire et à participer sur le site. La mission donc de cette fondation, c'est la recherche et l'étude d'expériences de la conscience et propager le message d'amour, d'unité et de paix autour du monde. Et ça fera pas de mal vu les temps qui courent. Quelques cas présentés sur le site de la NDERF. Et donc là, ce sont des témoignages authentiques de personnes qui disent avoir vécu des expériences de mort imminente. L'expérience Rebecca P. du 18 septembre 2023. C'est tout frais. Traduit en français par Camille. Je suis sorti de mon corps et je me suis vu tournoyer sous les vagues. Ah, peut-être que là on a une forme de tunnel. J'étais aussi dans mon corps en même temps, tournoyant sous les vagues, et donc j'étais à la fois témoin de ma mort et la vivais. J'ai ressenti de la paix. Puis je me suis souvenu d'une histoire que j'avais entendue à propos de 2 souris tombées dans une cuve de lait. Une souris avait renoncé et s'était noyée, et l'autre avait continué à nager, jusqu'à ce qu'elle baratte du beurre et puisse sortir en rampant. Puis j'ai pensé, quelle souris vas-tu être? Expérience intéressante de bilocation suite à une quasi-noyade à l'âge de 14 ans. Ouais, donc elle allait vraiment se noyer et elle s'est vue se noyer de l'extérieur. Et elle a eu cette réflexion, cette histoire qui lui est revenue. Et on peut se imaginer, puisqu'elle a pu transmettre son témoignage, qu'elle aussi, elle a baratté le lait. Ou elle a baratté la vague. Émis probable, Abby, du 9 octobre 2023. Par contre, je crois que les dates qui sont présentées ne sont pas celles au moment où s'est passée l'expérience. Non, c'est là où il juste témoigne, celle du témoignage. Voilà. Tout à fait. Mexique, original en espagnol, traduit en anglais et en français par Camille. Mais elle bosse toutes Camille. les qualités, cette Camille, elle connaît toutes les langues. J'avais la conviction que je m'y étais déjà rendu et que c'était un endroit très familier, que c'était ma maison et que c'était définitivement mon état naturel et que j'y avais ma place. J'étais certaine que la vie sur Terre était une pièce de théâtre dans laquelle j'incarnais un personnage qui jouait différents rôles, fille, mère, sœur, employée, épouse, etc. Mais ce n'était que ça, une pièce de théâtre dans laquelle on traitait de passion, d'intérêt et de sentiments qui en réalité n'existaient ni n'avaient de valeur dans cette dimension dans laquelle je me trouvais maintenant. EMI probable, elle indique surdose de drogue ou de médicaments, mais sans fournir aucun détail. Donc là, on est plutôt sur une overdose. Oui, il semblerait. Et c'est marrant parce qu'il y a une espèce de dédain, de mépris pour sa vie, ce qui est quelque chose qui est assez récurrent chez les personnes qui font un usage régulier de drogue. Ce côté où la vie est une souffrance et on essaye de s'en échapper, et c'est complètement ce qui ressort là. C'est triste. Oui, mais est-ce que la drogue n'aurait pas altéré malgré tout, malgré la mort, le cerveau ou quelque chose Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est un facteur en plus, de la même manière que chez ce monsieur de 87 ans dont l'électroencéphalogramme a été enregistré au moment de la mort, lui il avait des crises d'épilepsie. Donc c'est à chaque fois des facteurs qui viennent à ajouter une notion en plus, une inconnue en plus dans l'équation. Amy Portia, traduit en français toujours par notre chère Camille. Décidément, elle bosse beaucoup. Ma mère me caressait le front. J'ai éprouvé un sentiment indescriptible de paix et d'amour. Je lui ai dit qu'il faisait chaud ici et que je ressentais tellement d'amour. Elle m'a dit que je devais repartir, que j'avais plus à faire. Je lui ai dit que je ne voulais pas y retourner et que je me plaisais là-bas. J'ai dit à ma mère que je ne voulais pas revenir ici-bas. EMI suite à un accident de voiture. Il y a ce côté qu'on évoquait un petit peu plus tôt, de la personne qui a envie de suivre ce nouveau chemin, et un proche qui lui dit non, ton temps n'est pas encore arrivé, si tu traverses ce point, tu ne pourras plus revenir. Sous-entendu, c'est la mort pour de bon après ça. Le cas de Jeanne, témoignage du 11 juillet 2023, donc il y a quelques mois, traduit toujours en français par Camille. Je me souviens avoir pris conscience que j'étais hors de mon corps et loin de la maison. Donc elle était hors de son corps, comme ce qu'on a vu auparavant. J'étais ravi de ne plus souffrir. C'était tellement paisible. Je me suis observé et j'ai vu que j'étais un mince esprit bleu flottant. Cela ressemblait à un tissu qui se déplaçait lentement, comme un voile en forme de tulle. Je me souviens avoir regardé autour de moi les couleurs d'un ciel immense.
Je n'avais jamais vu de telles couleurs auparavant. Les étoiles étaient brillantes, l'immense ciel était d'un bleu foncé ou d'une couleur indigo. Je ne me souviens pas avoir parlé à quiconque, ni de la présence du moindre être spirituel. J'appréciais juste le fait d'être libre de la douleur et de flotter librement. EMI probable à l'âge de 7 ans suite à une hépatite. Et ce côté chaleur, paix, sentiment d'apaisement, la douleur qui s'en va, ça aussi c'est un des éléments qui semble être récurrent dans les expériences de mort imminente. Kevin, témoignage du 20 mars 2022. Expérience exceptionnelle du Canada. Laisse-moi deviner, c'est Camille qui l'a traduit. 10 points pour Léo. Je pensais avoir été transporté à l'horizon de l'événement ou au-delà d'un trou noir. Pourrais-je le faire si j'étais en vie? Et la réponse, je crois, est non. C'est ce qu'il faut à une âme pour voyager d'un univers à un autre. La puissance du trou noir. Je n'éprouvais aucun sentiment de danger et je réalisais également que je n'avais aucun sens de la distance ou d'un mouvement. Mais ensuite, j'ai remarqué que j'étais en fait en train de tomber vers cette fissure et avant de pouvoir réagir, même s'il n'y ait rien que je puisse faire pour arrêter cela, j'étais englouti par cette lumière. La lumière m'a engouffré absolument et tout ce que j'ai pu voir, c'était une lumière blanche brillante. Des mois plus tard, j'ai toujours du mal à trouver les mots appropriés pour décrire cela, mais j'avais l'impression que cette lumière s'était attachée à mon âme et elle était également attachée à toutes mes émotions. Ensuite, j'ai eu l'impression que toutes mes émotions étaient tirées comme lorsqu'on étire un élastique épais, sauf que j'avais l'impression d'avoir 1 million d'élastiques qui étaient tous étirés en même temps et qui arrivaient au point de rupture. EMI exceptionnel suite à une réaction allergique à une piqûre de guêpe, parmi les EMI les plus profondes. Et c'est comme si Pierre Richard dans La Chèvre, là, quand il se mettait à gonfler d'un coup, il faisait une expérience comme ça, où il traversait un trou noir. Voilà, comme ça, j'étouffe. En tout cas, tous ces témoignages, il y en a encore un, il y a toujours un élément de plus. Il y a toujours un événement un peu extraordinaire. Là, c'était la drogue. Après, là, c'est l'allergie, l'hépatite. Il y a toujours quand même, pour l'instant, on n'a pas de personnes, entre guillemets, saines en santé qui ont eu une EMI. Donc j'espère que là... quand tu es saine et en santé, tu meurs pas. J'espère que... Non, mais en tout cas, tu pourrais avoir un accident, tu vois. Oui, alors, mais non, mais juste un arrêt cardiaque. Tous les gens qui meurent, eh ben, ils avaient des problèmes. Non, c'est pas ce que je disais. Non, ça pourrait Mais être sauf un que là, il y a accident de toujours un voiture, élément. choses comme ça, Il y a ouais. toujours un élément de plus. C'est pas des arrêts cardiaques classiques. Ah. On pourrait. Il y a toujours soit un élément extérieur. C'est ce que je cherchais. Je vois ce que tu veux Une dire. hépatite, une maladie, soit de la drogue, soit une épilepsie. Il y a toujours. C'est pas quelqu'un qui arrive à 50 ans et qui a une crise cardiaque classique. Alors, Remarque, tu dis ça, mais il y avait l'EMI de Portia qui était suite à un accident de voiture. mais il y a toujours encore un élément. C'est un choc trauma. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de EMI qui est quelqu'un qui s'allonge et qui meurt et qui se voit décoller et repartir et revenir en lui. Parce que je pense que la plupart des gens qui meurent dans des circonstances apaisées, qui s'endorment et qui meurent dans leur sommeil, Évidemment. ils reviennent pas. Je crois pas qu'on ait des cas de gens qui D'accord. reviennent. Enfin, dans toutes les recherches que j'ai faites sur ce dossier, j'ai pas trouvé un seul cas de quelqu'un qui serait mort dans son sommeil et qui serait revenu. Certainement parce que ceux qui meurent dans leur sommeil, on s'aperçoit de leur mort quelques heures plus tard et donc on n'a pas le temps d'essayer de les faire revenir. C'est mon hypothèse. Mais comme je suis Oui, pas parce que là, on part du principe qu'on les aide à revenir. Mais il y aurait peut-être des EMI sur lesquels où les personnes sont revenues d'eux-mêmes sans pouvoir, sans aide médicale, tu vois, je sais pas, d'un choc ou électrique ou d'une substance quelconque comme on voit dans l'urgence. ça, on n'a rien qui nous laisse supposer que ce soit le cas. Tous les cas, Il y a eu de l'aide à étudiés, revenir en tout cas. Oui. D'accord. C'est quand même important, je trouve. Estelle qui témoigne donc le 29 septembre 2020. Donc elle est originaire de France. Ça a été traduit du français en anglais par notre fameuse Camille. Elle fait dans les deux sens. Je fus soudainement aspiré,
happé à une vitesse folle dans un tunnel lumineux. Ah Voilà mon tunnel. Enfin Je savais que ça Enfin. allait finir par arriver. Et vous savez, je suis très content. Je suis Tu es très arrivé content. et en plus, c'est énorme parce que c'est toi qui nous parles du tunnel. Oui, parce que dans mes lectures, j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient un tunnel. Donc j'étais très étonné que le tunnel n'arrive jamais. Bah, il Mais n'y je en a suis pas très tant que ça, content. manifestement. Manifestement, il n'y en a pas tant que ça, en tout cas là, pour ces témoignages-là. Il y en a au moins. Elle ne voyait donc, notre chère Estelle ne voyait pas de paysage, uniquement une immense lumière vers laquelle elle allait avec un bonheur très intense, une plénitude, une paix jamais connue. L'âme dilatée au point qu'il semblait englober tout l'univers. C'était merveilleux, je baignais dans un amour universel. Il y avait une multitude de personnes, mais je ne voyais pas les visages, je ne faisais que les sentir. Tous mes sens, à vrai dire, étaient décuplés de façon extraordinaire. EMI en raison d'un choc en voiture à l'âge de 16 ans, donc encore un élément de plus, et stimulante, jamais partagée avec la NDERF. Voilà, donc là on a plusieurs témoignages, on retrouve des points communs dans chacun, dans les sensations évoquées, dans les visions décrites, et parmi les témoignages, il y a des témoignages de célébrités, et tu vas nous en parler, Fred. Oui, notre cher Ernest Hemingway, que tout le monde connaît, je vais quand même vous le présenter, c'est un auteur. Il aurait été victime d'une expérience de mort imminente alors qu'il combattait sur le front durant la Première Guerre mondiale. Blessé par une explosion, il écrivit dans une lettre qui s'intitule « Mourir est très simple, j'ai vu la mort en face et je le sais, si j'avais dû mourir, cela aurait été très simple pour moi. Probablement la chose la plus simple que j'ai jamais faite. » Il transposa son expérience dans sa nouvelle Les Neiges de Kilimandjaro. C'est pas une chanson, ça aussi? Si, aussi. Hein? Le personnage principal, frappé par la gangrène, sait qu'il va mourir. Tout à coup, la douleur disparaît et un pilote surgit et l'amène en avion. Il traverse alors une tempête pluvieuse jusqu'à ce que l'avion n'arrive devant une lumière très vive qui lui évoque un sentiment de paix. Ces images sont typiques de l'expérience de mort imminente. La plongée dans les ténèbres, la disparition de la douleur, l'émergence d'une lumière vive et le sentiment de paix profonde. Et Ernest Hemingway, il a eu une vie assez fascinante et on comprend qu'il ait voulu mettre ça sur la page. Et d'ailleurs, il a une façon de le rédiger qui est vraiment marquante. Même sans lire ses livres, il suffit de cette citation que tu nous as faite là, de ce courrier. Et je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans la façon dont il décrit ce sentiment de mort imminente et la façon dont il aurait pu s'abandonner plutôt que de continuer. Et c'est marrant parce que d'entendre cette lettre, j'ai en tête à la fois la musique et une réplique du film The Grey, qui a été traduit en France sous le titre Le Territoire des loups, de Joe Carnahan avec Liam Neeson. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, où lui joue, ça se passe en Antarctique, et c'est un garde de sécurité, il est dans une expédition avec des mecs. Ils partent en avion, leur avion s'écrase et ils doivent survivre, ils commencent à partir, il y a des loups, etc. Et lui, il est assez suicidaire dans ce film et il y a beaucoup de... C'est assez existentiel. Et il évoque un poème de son père avec une musique très poétique. Et ça me fait penser au poème qu'avait écrit son père, que je ne pourrais pas vous réciter là de tête. Mais même si ça ne parle pas en soi d'expérience de mort imminente, ça parle de notre rapport à la mort, notre rapport à la vie et de ce qui pousse chacun d'entre nous à continuer de mettre un pied devant l'autre. C'est un film qui est d'une grande beauté. Alors il avait été promu comme étant Liam Neeson qui se bat avec des loups. C'est pas vraiment ce qu'on a, même s'il y a un petit peu d'action, il y a du suspense, mais c'est avant tout un beau récit fraternel, et je le recommande vraiment, il est très très bien fait. En plus, Joe Carnahan, c'est un réalisateur qui est plutôt connu pour des films d'action, des films assez stylisés, et là c'est très épuré dans la façon de filmer, dans la façon de raconter, ça va à l'essentiel, et ce qui fait toute la chaleur de ce film, de ces relations humaines, c'est que ça sonne vrai. Et on voit cette bande d'hommes qui apprend à se connaître, qui apprend à survivre ensemble, et c'est beau. Donc allez voir le film Le Territoire des loups, je vous le recommande chaudement. Mais assez parlé de films, après
toute cette théorie, toutes ces thèses scientifiques et ces quelques témoignages, on va parler du cas Pam Reynolds. Et le cas Pam Reynolds, il est très 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 documenté, on en a beaucoup parlé, il est assez connu. Pam Reynolds, c'était une chanteuse américaine qui vivait à Atlanta en Géorgie. Elle est née en 1956 et décédée en 2010, à l'âge de 35 ans. Frappée de vertige, elle perdait momentanément l'usage de la parole et pouvait avoir des difficultés à bouger. Des examens ont mis en évidence un anévrisme à la base de son cerveau. Le spécialiste qu'elle consulta estimait ses chances de survie comme très faibles à cause de la taille et de la localisation de l'anévrisme. Elle a été orientée vers le docteur Robert Speltzler, car il était alors pionnier d'une technologie particulièrement audacieuse, c'est celle dont on parlait un petit peu plus tôt, celle de l'arrêt cardiaque hypothermique. Et donc cette méthode, elle consiste à mettre en place une circulation sanguine extracorporelle pour faire diminuer la température corporelle jusqu'à 17 degrés, ce qui stoppe les battements du cœur et la respiration, drainant complètement le sang du cerveau, ce qui est assez énorme quand on y réfléchit. Pam Reynolds a ainsi été opérée en 1991 sous étroite surveillance médicale. Une équipe de plus d'une vingtaine de personnes était présente, dont des médecins, des infirmières et des techniciens. Des écouteurs ont été placés dans ses oreilles et produisaient des sons à intervalles réguliers pour vérifier si son cerveau réagissait. Consciente à son arrivée dans la salle d'opération à 7h15 du matin, elle reçoit une anesthésie générale, puis est déposée sur la table d'opération. Ses yeux sont scellés par des compresses, mais elle a eu l'occasion de voir la pièce et les équipements en y entrant. Reynolds se dit qu'elle ressent la perte du temps. Elle se met à entendre une musique qui semble l'attirer en dehors de son corps. Plus je m'éloignais, et mieux j'entendais ce son. J'avais l'impression que c'était un peu comme une route, une fréquence que je suivais. Je me rappelle avoir vu plusieurs choses dans la salle d'opération quand je regardais en bas. Je n'avais jamais été aussi consciente de ma vie. C'était plus clair, plus précis et plus lumineux que la vision normale. Il y avait tellement de choses que je ne reconnaissais pas, tellement de gens. Le docteur ouvre le cuir chevelu, puis découpe une partie du crâne avec une scie osseuse. Et là, Pam Reynolds dit « La scie ressemblait à une brosse à dents électrique et avait une bosse, une rainure en haut où la scie semblait entrer dans le manche. Et la scie avait aussi des lames interchangeables, mais ces lames étaient dans ce qui ressemblait à un boîtier de clés à douille. J'ai entendu la scie s'activer. Ce son était très déplaisant pour elle, tu m'étonnes. » Il est plus agréable, effectivement. Et puis tu t'imagines sentir qu'on est en train de te scier la tête? C'est mieux que la phrase du dentiste. Oui, je sais pas. Quelqu'un a dit quelque chose à propos de mes veines et de mes artères qui étaient très petites. Reynolds ajoute qu'il s'agissait d'une voix féminine. Et il se trouve qu'à ce moment-là, une chirurgienne qui estimait que les artères de la jambe droite étaient trop petites pour supporter le flot de sang nécessaire était en train d'ouvrir sa jambe gauche. L'arrêt cardiaque fut provoqué à 10h50. Le sang fut absorbé par des tubes, refroidi, puis réinjecté dans son corps, ce qui eut pour effet de refroidir son corps à la température désirée et donc 17 degrés. Son cœur cessa de battre complètement. Les ondes cérébrales s'aplatirent, puis son cerveau cessa complètement de fonctionner. Elle était cliniquement morte. À 11h25, l'anévrisme a dégonflé et le docteur réussit à le retirer. Les machines sont alors réactivées et on réinjecte du sang réchauffé dans le corps de Pam Reynolds. Le cerveau manifeste des signes d'activité, mais il apparaît évident que le réchauffement de son corps n'est pas suffisant pour que son cœur se remette à battre. Un défibrillateur est utilisé. Après être restée cliniquement morte pendant à peu près 1 heure, Pam Reynolds est amenée en salle de réveil à 2h10 de l'après-midi. Et donc vous voyez, là on a vraiment un cas scientifique, très documenté, avec des preuves à l'appui, qui montrent que cette personne est restée avec le cœur à l'arrêt pendant 1 heure et qu'ils ont réussi à la réanimer et à la ramener à la vie. Et là on est, donc on a dit en 1991, sachant qu'elle a vécu encore jusqu'à 2010. Parce que ça aurait pu être, il la réanime, et une semaine après, elle meurt. Donc non, là, vraiment, elle revient à la vie. Et elle nous dit, il y avait une sensation d'être tiré, mais pas contre ma volonté. J'y allais de mon propre chef parce que je voulais y aller. J'ai différentes images pour expliquer cela. C'était comme le magicien d'Oz, être emporté par une tornade, sauf que vous ne tournez pas sur vous-même comme si vous aviez le vertige. Vous êtes très concentré et vous avez un endroit où aller. C'était comme si je montais très vite dans un ascenseur
et il y a eu une sensation. Mais ce n'était pas une sensation corporelle, physique. C'était, Fred, tu vas être content, c'était comme un tunnel. Mais ce n'était pas un tunnel. À un moment donné, très tôt dans le vortex du tunnel, j'ai pris conscience que ma grand-mère m'appelait. Mais je ne l'ai pas entendu m'appeler avec mes oreilles, c'était un son plus clair qu'avec mes oreilles. Je fais plus confiance à ce sens qu'à mes propres oreilles. Le sentiment était qu'elle voulait que je vienne à elle. Alors j'ai continué sans crainte dans le vortex. C'est un tunnel sombre que j'ai traversé, et à la toute fin, il y avait ce tout petit point de lumière qui devenait de plus en plus grand. La lumière était incroyablement brillante, comme si on était assis au milieu d'une ampoule. Il faisait si lumineux que j'ai mis mes mains devant mon visage en m'attendant à les voir, mais je n'ai pas pu. Mais je savais qu'ils étaient là, pas par le sens du toucher. Encore une fois, c'est terriblement difficile à expliquer, mais je savais qu'ils étaient là. J'ai remarqué qu'à mesure que je commençais à discerner différentes figures dans la lumière, et elles étaient toutes couvertes de lumière, elles étaient légères, et la lumière les imprégnait complètement. Elles commençaient à former des formes que je pouvais reconnaître et comprendre. Je pouvais voir que l'une d'elles était ma grand-mère. Je ne sais pas si c'était la réalité ou une hallucination, mais je reconnaîtrais ma grand-mère, sa voix, à tout moment et en tout lieu. Tout ce que j'ai vu en y repensant correspondait parfaitement à mon souvenir de ce à quoi cette personne ressemblait le mieux au cours de sa vie. J'ai reconnu beaucoup de monde. Mon oncle Jean était là. Mon arrière-grande-tante Maggie aussi, qui était en réalité une cousine. Du côté de papa, mon grand-père était là. Ils s'occupaient tous de moi. Ils ne m'ont pas permis d'aller plus loin. On m'a fait comprendre, c'est la meilleure façon que je connaisse de le dire car ils ne parlaient pas comme je parle, que si j'allais jusqu'au bout dans la lumière, quelque chose se produirait, m'arriverait physiquement. Ils seraient incapables de me renvoyer dans mon corps, comme si j'étais allé trop loin et qu'ils ne pourraient pas se reconnecter. Donc ils ne me laisseraient aller nulle part ni faire quoi que ce soit. Ensuite, ils me nourrissaient. Ils ne faisaient pas ça par la bouche, comme avec de la nourriture, mais ils me nourrissaient avec quelque chose. La seule façon que je connaisse de le dire est que c'était quelque chose de brillant. C'était étincelant. Je me souviens très bien de la sensation d'être nourri et renforcé. Je sais que ça semble drôle, parce que ce n'était évidemment pas une chose physique, mais au cours de cette expérience, je me sentais physiquement forte, prête à tout. Ma grand-mère ne m'a pas ramené par le tunnel, ni même ne m'a renvoyé ou ne m'a pas demandé d'y aller. Elle m'a juste regardé. Je m'attendais à l'accompagner, mais on m'a fait savoir qu'elle ne pensait tout simplement pas qu'elle ferait ça. Mon oncle a dit qu'il le ferait. C'est lui qui m'a ramené jusqu'au bout du tunnel. Tout était bien, je voulais y aller. Mais ensuite je suis arrivé au bout et j'ai vu la chose, j'ai vu mon corps. Je ne voulais pas y retourner, ça avait l'air terrible, comme s'il avait vécu un accident de train. Il avait l'allure d'un cadavre, je crois qu'il était couvert. Ça m'a fait peur, je ne voulais pas le regarder. On m'a fait comprendre que c'était comme sauter dans une piscine. Pas de problème, sauter directement dans la piscine. Il n'y avait pas d'eau, quoi. Il n'y avait pas d'eau. Puis je comprends qu'elle voulait pas aller vers son corps, elle a le crâne à moitié ouvert, donc Ouais, c'est ça, on te dit, retournez dans cette machine qui fonctionne à moitié. la jambe aussi. Ça devait pas trop faire envie. Et je me demande si, au-delà du cas pratique là que tu vas continuer à nous exposer, s'il y a des gens qui peuvent se tromper de corps en revenant. Alors ça, on a pu le voir certainement dans des films, mais je n'ai trouvé aucun témoignage réel qui laisse supposer que ce soit possible. Et en tout état de cause, ça n'est pas le cas de Pam Reynolds, qui nous dit « Je ne voulais pas, mais je suppose que j'étais en retard ou quelque chose du genre parce qu'il m'a poussé. J'ai ressenti une certaine répulsion et en même temps un tiraillement du corps. Le corps tirait et le tunnel poussait. C'était comme plonger dans une piscine d'eau glacée. Ça faisait mal. Ah, tu vois, il y avait de l'eau, Fred. » Les assistants ont terminé l'opération au son de la musique rock, se souvient Reynolds. Ils jouaient Hotel California et la phrase était « You can check out anytime you like, but you can never leave ». J'ai mentionné plus tard au Dr Brown que c'était incroyablement insensible de lui passer ce passage de la chanson. Il m'a dit que j'avais besoin de dormir davantage. Quand j'ai repris conscience, j'étais toujours sous respirateur. Après cette expérience, Reynolds ne fut plus effrayé par la mort. Elle confiera dans une interview « Si la mort est la pire chose qui nous arrive, quelle chose incroyable! Si à la fin de notre vie c'est ce qui va arriver à tout le monde, je ne vois pas le problème, je ne comprends vraiment pas. J'ai peur de la douleur, mais je n'ai pas peur de la mort. » Pam Reynolds a complètement récupéré de son opération. Elle vécut très bien jusqu'en 2010, année durant laquelle elle décéda d'une crise cardiaque.
Le cas de Pamela Reynolds a été porté à la connaissance du grand public par Michael Sabom, l'un des fondateurs de l'association IANDS, International Association for Near-Death Studies. Pamela Reynolds a été maintenue 55 minutes en arrêt cardiaque, dont 5 minutes avec une absence de réponse du tronc cérébral. L'opération proprement dite a duré près de 7 heures. Tu m'étonnes, Tiens, tu parlais tout à l'heure de Grey's Anatomy et compagnie. C'est étonnant que je ne sais pas s'ils ont déjà fait un épisode comme ça sur ce genre d'opération avec cette procédure d'hypothermie qui conduit à l'arrêt du cerveau pendant Je une ne sais pas heure. Et souvenir, tout. même dans Doctor House par exemple non plus. Docteur House, non. Urgence, je sais pas. Alors moi, je suis pas. Ils ont fait des circulations, fan, oui, ils ont fait des de circulations sang. extra-corporelles du cœur et tout ça, Oui. mais de ça non. Mais de ça, je me souviens pas non plus. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais dans l'expérience interdite, enfin, ça se rapproche en tout cas parce qu'à un moment donné, du moins dans le remake, ils mettent beaucoup de froid, ils la maintiennent au froid pendant très longtemps, une des flatliners. Donc ils ont dû s'inspirer de cette procédure certainement. En tout cas, ça a l'air d'être carrément givré comme procédure. C'est le cas Ah de- oui, on peut le dire comme ça. Ça fait froid dans le dos. Exactement. Vous êtes au taquet. Et donc ça va rafraîchir notre buffet froid. Il est possible que Pamela Reynolds ait expérimenté un éveil préopératoire durant l'anesthésie. Cette complication d'anesthésie étant reconnue par la communauté scientifique. Il semble que l'expérience de Reynolds ait commencé plutôt que l'arrêt cardiaque au moment de l'utilisation de la scie, ce que certains spécialistes utilisent comme argument pour étayer la théorie de l'éveil préopératoire. Cependant, le fait que Reynolds ait pu identifier la conclusion de l'opération via la chanson Hotel California confirmerait que le phénomène aurait continué pendant l'arrêt cardiaque. Les dernières déclarations de Reynolds laissent penser que les vérifications en lien avec son expérience de sortie de son corps ont été faites par l'équipe médicale peu de temps après. Je pensais avoir des hallucinations, on en revient encore aux hallucinations, et quand je parlais avec ma famille et mon mari, nous plaisantions. Cela a fait rire tout le monde à l'exception des infirmières, du médecin, de l'anesthésiste et des neurophysiologistes. Mais finalement, il y a beaucoup de monde qui rigolait pas quand même. En tout cas, toute la clique médicale ne rigolait pas. Ils n'avaient pas l'air de trouver ça drôle, et ils osaient à peine me regarder. En fait, ils savaient que je n'avais pas d'hallucination et que cela s'était produit. Ils n'avaient jamais entendu parler de telles choses auparavant. Et oui, parce qu'on est en 1991 et les études sur les expériences de mort imminente ne sont pas encore légion. Je pensais que c'était peut-être mon imagination et j'avais fait un rêve, mais ils m'ont dit que ce n'était pas le cas et que ce que j'avais vu s'était réellement produit. Donc ils corrèlent en fait ce qu'elle a vu quand elle est sortie de son corps. Ils n'arrêtaient pas de me répéter que ce n'était pas une hallucination. Le docteur Spetzler confirme que ce qu'elle a raconté si rapidement après l'opération était remarquablement précis et détaillait bien l'opération telle qu'elle a eu lieu. Alors n'oublions pas que c'est une personne qui a eu une anesthésie générale, dont le cœur s'est arrêté de battre, dont le cerveau n'a plus été en activité pendant 55 minutes et qui a réussi à décrire ce qui se passait pendant ce temps-là. Et ça, c'est, encore une fois, c'est documenté, c'est prouvé, c'est appuyé par des professionnels de médecine qui étaient présents à ce moment-là. C'est pour ça que ce témoignage, il était important à mettre en lumière parce que c'est certainement la preuve la plus vivace et la plus crédible pour la réalité des expériences de mort imminente, et ça nous oblige à nous poser la question à quel point est-ce que c'est possible. Fred, Est-ce qu'il y a eu d'autres témoignages de ce type ou est-ce que c'est un des rares? C'est le plus détaillé. C'est celui où il y a le plus d'éléments qu'on peut prouver parce que il y avait tout un arsenal de professionnels qui étaient présents, il y avait des procédures très précises, il y avait des choses. Alors là, on l'a pas trop exposé, mais par exemple, les écouteurs qu'elle avait dans les oreilles qui faisaient des cliquetis, elle s'en est rendue compte de ces bruits-là, elle a pu les décrire de façon précise, elle a pu décrire les variations, puisque les bruits qui étaient envoyés n'étaient pas toujours les mêmes, alors qu'elle avait déjà eu l'anesthésie générale, par exemple. Donc autant d'éléments qui font que
on ne peut pas. Il y a des professionnels qui ont essayé de remettre en question son témoignage. Tu parlais un petit peu plus tôt de la théorie de l'éveil péropératoire. Mais ceux qui étaient présents disent non, c'est pas ça, c'est pas possible parce qu'il y a trop de détails qu'elle a pu retranscrire et qu'elle a pu retranscrire, comme le dit le chirurgien, ces détails qu'elle donne, c'est quasiment tout de suite après l'opération. Donc elle n'aurait pas eu le temps d'y réfléchir, de faire un rêve, d'avoir une hallucination. C'est vraiment, elle s'est réveillée, elle a dit, il y a eu ça, ça, ça et ça. Donc, autant d'éléments qui font que c'est très compliqué de vraiment remettre en question son témoignage et dire non, elle hallucine, elle se trompe, elle invente ou quoi que ce soit. Elle cite carrément une phrase d'Hotel California, donc je suppose qu'on ne connaît pas tous la chanson, donc c'est assez troublant quand même. Oui, parce que ça a été confirmé derrière par les médecins. Oui, il y avait bien cette chanson à la fin de l'opération. Quand elle dit, j'ai entendu une voix féminine dire ses veines sont trop petites. Ça, c'était après l'anesthésie. Alors, il n'y avait pas encore eu l'arrêt cardiaque, mais il y avait déjà eu l'anesthésie générale. Et ça, de la même manière, ça s'est vraiment passé. Pour établir ce cas et retranscrire le témoignage, on a recoupé 4 sources différentes qui retranscrivaient ce qui s'est passé. Et toutes ces sources, elles permettent de donner un aperçu très clair et très précis de la chronologie des éléments, des professionnels qui étaient présents, etc. Vraiment, je crois que c'est un cas qui est quasiment inattaquable et qui me fait penser qu'il y a quelque chose. Parce que ce qu'elle décrit, on a tout. On a la lumière vive, on a le fameux tunnel qui tenait tant à cœur à Fred, on a les proches qui sont là mais qui lui disent non, tu dois repartir, si tu dépasses la limite, tu pourras pas revenir, etc. On a la sortie du corps, elle a pu observer la salle d'opération, elle a vu ce qui se passait, elle a pu reconnaître la scie, parce que on te conduit dans une salle d'opération, tu vas peut-être repérer un ou deux détails, tu vas essayer de voir, mais tu vas pas tout voir. Et puis, notamment le matériel médical, certainement qu'il y aura des choses déjà installées, mais ce sera plié. La scie, de ce que j'ai compris, c'est une scie qui devait se déplier. Donc, elle n'avait pas pu voir dans son intégralité. Et pourtant, elle a pu la décrire de façon très précise. Elle a pu décrire ce qui arrivait à son crâne. Tout ça, vraiment, ce cas Pam Reynolds, il y a beaucoup de gens qui y croient, et je les comprends. Et à titre personnel, j'y crois pas mal. Et de fait, je me dis que y a certainement une part de réalité dans ces expériences de mort imminente. Moi, en tout cas, je suis le sceptique de nous trois, donc depuis tout à l'heure, c'est vrai que c'est très troublant, surtout que c'est confirmé par le corps médical, les infirmières, le médecin qui a pratiqué l'opération, l'anesthésiste, etc. Et en plus, si elle s'est été réveillée pendant l'opération, elle n'aurait pas vu tous ces détails, puisque devait être allongée, elle n'a pas pu tout voir. Elle n'aurait pas pu se Elle n'aurait pas pu. Le cœur ne battait plus, le cerveau était en arrêt. Donc oui, c'est assez troublant en tout cas. Alors je ne dis pas que tout est expliqué et tout s'explique pas sur ce cas-là, mais en tout cas, oui, il s'est passé quelque chose. Ça, on peut le dire. Donc peut-être vais-je réviser ma vision de l'au-delà, peut-être. C'est ça qui est intéressant dans ces dossiers du podcast de Buffet Froid, c'est de se dire, on a chacun nos idées. Déjà, on a des positions au départ. Toi, tu as une tendance à être un peu plus sceptique. Moi, à avoir en tout cas envie de croire. Et puis, on a Fred, qui est la Suisse, qui est un peu plus neutre. On est tous arrivés avec certaines idées un peu préétablies. Et à la sortie, toi qui es plutôt sceptique, tu nous dis... ça me fait réfléchir et je suis prêt à me poser des questions. Moi, ça me conforte dans l'idée qu'il peut y avoir des choses. Et Fred, qu'est-ce que tu nous dis après cet enregistrement, après tous ces éléments apportés? Quel est ton point de vue maintenant? Je reste aussi à la fois dubitatif comme Fred, mais à la fois aussi croyant comme toi, Léo, parce que j'étais déjà partagé entre les deux sentiments. C'est un univers que je découvre parce que vous êtes documenté et renseigné sur le sujet. Moi, je découvre ça en même temps que vous, auditeurs. Et donc, du coup, je perçois en fait simplement les choses de par les témoignages et les références bibliographiques ou cinématographiques que vous pouvez en faire. Moi, de ce que je retiens, c'est que je pense que c'est possible qu'il y ait effectivement quelque chose après, mais j'aimerais bien avoir encore d'autres témoignages aussi documentés que celui de Pam Reynolds.
Alors moi j'ai quand même creusé la question et du coup j'ai quand même trouvé une variante négative aux expériences de mort imminente. Mais tu pouvais pas te laisser influencer comme ça. Je ne pouvais pas me laisser influencer comme ça. Je suis sceptique jusqu'au bout. Donc je vais aussi être le côté sombre. C'est les expériences de mort lointaine. Alors, c'est les expériences de mort imminente vides ou négatives. Les sujets donc rapportent une sensation de vide ou de néant. Ils ont eu la sensation qu'ils vont rester seuls dans le noir à tout jamais. Selon le Coma Search Group du CHU de Liège, une expérience de mort imminente sur 7 est négative. Donc ça fait quand même un certain nombre. Bertrand, d'ailleurs, âgé de 64 ans, indique qu'il a eu l'impression d'entrer dans un grand tunnel avec des couleurs vives et violentes, comme s'il tombait d'un précipice. Il avait l'impression de découvrir l'enfer. Il y a 3 sortes d'expériences de mort imminente négative, selon le professeur. Une EMI inversée, c'est une expérience qui est vécue très négativement, avec des bruits sourds et de l'obscurité. Une EMI vide de sens, qui est la deuxième sorte, c'est une expérience décrite d'une sorte de néant et de vide. Il y a un sentiment d'avoir été abandonné et être seul pour l'éternité. Et enfin, la dernière, celle qui me fait encore plus flipper, c'est l'EMI infernale. Les personnes décrivent l'enfer tel que l'on l'a décrit dans nos sociétés. Les expérienceurs rencontrent des démons, ils voient aussi les flammes de l'enfer. C'est l'enfer de Dante. Exactement. Mais ce qui m'interpelle dans ce que tu viens de nous expliquer et que je trouve assez intéressant, c'est que ça n'est pas une contre-preuve. Non, c'est pas une contre-preuve. Alors pas du tout. Non, je l'ai pas amené comme une contre-preuve. C'était parce que tout ce qu'on a présenté, c'était quand même des expériences assez positives. Donc presque joyeuses. Presque joyeuses, parce qu'il y avait de la continuer sur ce chemin. Exactement. Ils reviennent toujours avec une envie peut-être de vivre plus forte et un peu sans crainte de la mort. Alors que là, quand même, les expériences, les EMI négatives ou vides, c'est quand même un peu plus, je dirais, flippant quand même quand tu vois des démons. Or, est-ce que c'est à nouveau quelque chose qu'on retransmet de nos propres peurs quand on est vivant et quand on faillit mort? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des témoignages, ils ont permis, en tout cas, de faire ces 3 types de EMI négatives. C'est super intéressant et ça me rappelle un film que j'adore et que je vous recommande vivement, sans trop spoiler parce que de toute manière c'est un vieux film et c'est un film, j'expliquais dans le premier épisode, Fred, nous avons une petite introduction où avec Fred nous expliquons comment nous en sommes venus à travailler sur ce podcast et à détailler nos références littéraires, cinématographiques, en jeux vidéo, et je parlais de ma grande passion pour les jeux Silent Hill. Et aux sources des jeux Silent Hill, il y a notamment un film, le film L'échelle de Jacob de Adrian Lyne, avec Tim Robbins, qui est un film magnifique. Très beau film. C'est un film, c'est un drame, c'est un film contre la guerre politique. C'est très émouvant. Et alors, c'est pas exactement une expérience de mort imminente, mais ça s'y apparente beaucoup. Et c'est ces expériences de mort imminente négatives auxquelles tu fais référence qui me font penser à ce film d'un coup. Et je pense que ça peut s'inscrire dans ce sillage-là. Je veux pas trop en dire non plus, mais même si le film est vieux, je vous recommande de le regarder avec un œil ouvert, avec une curiosité. Et sans trop aller lire dessus, et surtout il faut que vous alliez voir l'original des années 90 et certainement pas le faux remake qui doit dater de 2017 ou 2018 je crois, qui est j'aime pas dire trop de mal d'une œuvre parce qu'il y a des gens qui travaillent dessus, il y a les acteurs, le réalisateur, les scénaristes. Mais j'ai eu un avis très négatif sur ce remake. J'ai trouvé qu'il était passé complètement à côté du message de l'original, de toute cette poésie, de tout ce regard existentiel et métaphysique sur la question de la mort imminente. Donc personnellement, je ne vous encouragerais pas à regarder le remake. Par contre, je vous encourage très très vivement à regarder l'original, L'échelle de Jacob.
Moi, je vous encourage à aller lire un livre de Jean-Christophe Granger, qui est un auteur français, un peu, à mon avis, à mon sens, un peu perturbé, qui produit de super romans policiers, toujours avec un côté un peu ésotérique. Et lui a fait un super roman. Alors, j'ai plus le nom en tête parce que je dévore Granger comme des petits Monaco. Donc voilà, c'est un de mes auteurs préférés. Mais Granger a fait un super roman policier et à la fois ésotérique sur les EMI. Et du coup, sur l'EMI négative, où un policier, en fait, revient d'une EMI, mais il a été du côté négatif, et du coup, il se transforme en tueur psychopathe. Il est traumatisé. Il est transformé, en tout cas. Oui. Parce qu'on disait, il y a cette notion d'être transformé. Exactement. Mais pas pour le mieux. Mais pas pour le mieux dans ce livre-là. Il est vraiment très bien lu, très bien écrit, pardon. Et, mais peut-être que tu l'as très bien lu. 350 pages. Bon, après, ça se lit facilement. Mais je vous le conseille. Je vous conseille Granger qui aborde beaucoup de choses ésotériques. Donc si on veut le trouver, on tapera. Non, je vous le mettrai. Granger, expérience de mort. Non, je vous le mettrai dans le descriptif du podcast. Je vais vous le retrouver. C'est juste pour vous dire que Granger a aussi écrit quelque chose sur les expériences de mort imminente, mais négatives du coup. Eh bien, merci pour cette référence. Nous arrivons au terme de cet épisode sur les expériences de mort imminente. C'était donc la première fois que nous passions de duo à trio. Et c'était à titre personnel une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Parce que nous avons eu un regard neuf qui a changé un peu cette dynamique du contre-argumentaire auquel nous sommes habitués, et puis avec des interventions pertinentes et des références intéressantes. Donc merci pour ta participation, Fred. De rien, avec plaisir, merci à vous de m'avoir invité. Ouais, moi je suis aussi très content, moi je te découvre aujourd'hui, donc je suis très content que tu sois là, que j'ai partagé ce moment avec nous, hein. Ça fait, oui, passer de 2 à 3, c'est toujours intéressant, donc je pense qu'on va renouveler l'expérience. Merci à toi d'être venu, d'avoir inauguré pour une fois notre vrai buffet froid, oui, puisque pour le coup là nous avons mangé alors que d'habitude nous ne mangeons pas, puisque voilà, vous rentrez un peu dans l'intimité du podcast. On mange mais pas ensemble. Mais pas ensemble, mais là nous avons fait un vrai buffet froid. Et il était vraiment froid pour le coup. Il était froid mais très copieux et très bon. Et très bon. Donc voilà, en tout cas on vous remercie. Exceptionnellement, la semaine prochaine, le buffet froid ferme ses portes. Il n'y aura pas de diffusion pendant les vacances de Noël. Et oui, nous aussi, nous avons envie de dinde, de marron, de bûches glacées, d'ouvrir nos cadeaux. Donc nous faisons une petite pause de 15 jours. Et puis un buffet chaud pour le coup, hein, avec, comme tu dis, de la dinde, les marrons chauds, etc. Exactement. Mais on espère quand même bien vous retrouver attablés à notre buffet froid à la rentrée. Et nous vous souhaitons un très très bon Noël. Une très bonne année. Et puis des belles fêtes. Profitez bien de votre famille. Prenez du temps pour vous. Et je vais vous rappeler quelques règles avant de vous quitter. Les règles de Noël, c'est donner avant de recevoir, être gentil et être de bonne humeur, chanter des chansons de Noël, manger et boire et être joyeux. Et ne pas oublier que le Père Noël nous surveille toujours, quoi que nous fassions. Et puis surtout, faites des beaux projets pour l'année à venir, parce que plus on se projette et plus on arrive à faire des belles choses, on arrive à se réaliser, à s'épanouir. On compte sur vous pour voir la vie en belles couleurs. Et on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On vous dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas de passer des soirées effroyables.